Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais faire quelque chose d'un peu spécial. C'est quelque chose que j'ai pas vu sur d'autres chaînes ou alors c'était en dehors de mes radars, youtubesque, je ne sais pas. Mais là, donc, j'ai envie de parler brièvement, hein. Donc, il ne s'agit pas là de parler vraiment en détail des chaînes. Donc, pour ça, bien entendu, ben, je vous inviterai à visiter ces chaînes, donc les chaînes dont je vais brièvement parler, hein. Donc, bien entendu, je vais mettre en description le lien de toutes ces chaînes. Voilà, donc c'est des chaînes, bien entendu, que j'apprécie tout particulièrement, et bien entendu, donc c'est des chaînes qui restent dans le thème de ma chaîne, hein, donc c'est-à-dire centrées vraiment sur le cinéma d'horreur et le cinéma bis. Voilà, donc là je vais parler de la chaîne de Critiqueur, je vais parler de la chaîne de Attention ça tourne, je vais parler de la chaîne de La Maison Close, je vais parler de la chaîne Beast Not Dead, je vais parler de la chaîne de Hellbound Horror Show, qui est une chaîne américaine, je vais parler de la chaîne de Kiss et H. Voilà, donc là je vais parler de toutes ces chaînes brièvement, hein. Donc encore une fois, c'est pas le but de faire vraiment de parler en détail de ces chaînes, c'est juste de vous donner un petit aperçu de ces différentes chaînes que j'apprécie vraiment tout particulièrement, hein. Donc tout d'abord, on a la chaîne de Romain, hein, donc la chaîne Croix de Malte. J'ai découvert cette chaîne, je sais pas, c'était il y a un an et demi, plus ou moins, le temps passe. Et vraiment, donc c'est une chaîne que j'apprécie tout particulièrement. Romain, donc, qui est un youtubeur qui vient de Metz, donc, il nous parle vraiment en détail de films de cinéma bis ou cinéma d'horreur, mais vraiment en détail, hein. Donc c'est vraiment apprendre tout d'un film de A à Z, hein. Donc, mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, hein. Donc c'est pour ça que voilà, donc ces émissions durent assez longtemps, très longtemps, donc en moyenne comptez 8 heures plus ou moins. Donc et ses invités vont vraiment dans les détails, hein. Donc c'est vraiment pour connaître la pré-production d'un film, la production, la post-production, tous les anecdotes, les trivia, le box-office, décrypter certaines scènes du film. Romain va vraiment, et ses invités, ils vont vraiment très très en profondeur, et je trouve ça vraiment très intéressant et passionnant. On apprend énormément de choses, donc voilà, donc ça demande, voilà, ces émissions demandent énormément de temps à Romain, hein. Donc je suppose qu'il a passé des heures et des heures et des heures, parce que il va visiter plein de sites, il va voir des interviews, il va écouter les commentaires audio, il va lire des livres sur le film. Enfin, voilà, il y a énormément de travail de la part de Romain, et également des invités, hein. Donc généralement, il a deux invités. Voilà, donc toutes les émissions se passent chez Romain. Donc vous allez voir, il a une collection assez impressionnante de Blu-ray et de DVD. Et Romain, c'est le fan absolu de Jaws 3, hein. Donc c'est vraiment un de ses films préférés. Voilà, donc il voue une admiration sans borne pour Jaws 3D. Donc voilà, donc là je vais vous passer quelques extraits, hein, donc de la chaîne de Romain, comme ça vous allez vous faire une idée. Rassurez-vous, ils vont pas durer 8 heures, hein, donc les extraits. Voilà, donc là je vais vous passer un extrait.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19e épisode de Croix de Malte. À ma droite, alors c'est une surprise, hein. Ah, ça devient récurrent la surprise quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, on m'a dit que quelqu'un n'était pas là, et bah je suis revenu. Ah oui, parce que normalement c'était Dave. Exactement. Et il se trouve que Dave, là, à l'heure où on parle, il est hospitalisé. Donc Oui. peut-être qu'il nous regarde. Et s'il nous regarde, hop, voilà. Non, bon rétablissement. Bon rétablissement, Dave. On pense très fort à toi. On t'aime. Tu reviendras pour une émission consacrée à Deep Blood de Joe D'Amato et Cruel Jaws de Bruno Mattei. Bon, je sais pas s'il y a un truc de moralité. En tout cas, Michele Soavi rajoute pratiquement c'est le mal que chacun de nous porte en lui qui surgit au grand jour, même du point de vue de la transformation physique. Évidemment, ne seront contaminés ni les bons, ni les prédestinés. Il s'agit en deux mots d'un mécanisme en chaîne lié par de classiques jeux de montage. Voilà, ça c'est Michele Soavi qui a peut-être pas vu le film, hein, mais en tout cas ça fait partie de son concept. Lamberto Bava dit à la fin, je pense qu'il s'agit d'un film qui a changé le cinéma d'horreur des années 80. Il l'a porté à un autre niveau, plus moderne, mais ce fut difficile de l'écrire. Il y avait la volonté dans la première partie de trouver le ton juste, puis, plus délicat, de terminer dans une catastrophe. C'est la fin de la claustrophobie du film d'horreur classique. On termine sur un espace ouvert, différent et tragique. En travaillant à 4 tellement longtemps, c'est aussi le mérite de Dario, la fin du film est venue rapidement avec cette concomitance d'idées. Et ce fut aussi un très bon tournage. Et effectivement, le film pour les espaces clos, hein, les obsessions de Lamberto, ça s'ouvre sur l'Occident. Bon. Voilà. Ouais, alors juste pour revenir sur le truc des putes que l'autre il sentait, tu vois. Alors, ce qu'il dit dans la version internationale, c'est whores, donc les putes. You can tell them a mile away. Voilà, écoutez, j'espère que les extraits vous ont donné envie de vous abonner à cette chaîne, hein. Donc c'est vraiment une super chaîne, mais voilà, donc c'est vraiment une chaîne qui va vraiment, Romain va vraiment fond des choses, donc c'est vraiment pour une niche, donc c'est vrai, mais c'est vraiment super intéressant, on apprend énormément de choses, hein, donc vraiment, quoi. Donc je vous recommande vraiment grandement sa chaîne. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de la chaîne d'un autre Romain, qui est un youtubeur suisse, qui est la chaîne de Critiqueur. Voilà, donc Critiqueur, donc voilà, il nous parle de films d'horreur en général, hein, il parle de films anciens comme de films récents, hein, donc là, sa dernière vidéo, c'était sur une production Blumhouse qui est Imaginary, hein, voilà, Romain n'a pas beaucoup aimé, hein, voilà, donc Romain nous parle de ces films avec pas mal d'humour, hein, voilà, il est assez cool, il y a pas mal d'humour dans ses films, et voilà, donc là je vais vous passer un extrait de la chaîne de Romain, Critiqueur, et on se retrouve juste après. Est-ce que l'imagination peut être quelque chose de dangereux? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Les amis imaginaires au cinéma, ben ça court pas les rues. On peut tout de même citer Charlie dans Trouble Jeu, Frank dans Donnie Darko, Monsieur Moustache dans The Voices ou Wilson dans Seul au monde. À la télévision, il y avait Foster, la maison des amis imaginaires, qui était pas mal fichue. Alors ok, c'est pour les enfants, mais au moins c'est pile dans le thème. En 2024, les amis imaginaires semblent toujours à la mode vu que débarque Imaginary. La boîte de prod est Blumhouse, prolifique dans le domaine de l'horreur, et le film est réalisé par Jeff Wadlow, à qui l'on doit également l'excellent Crywolf, le déjanté Kick-Ass 2, le fainéant Action ou Vérité, ou encore l'hilarant en inutilité Nightmare Island. Ici, ce sont les amis imaginaires qui sont de la partie et c'est pas foufou. Tout d'abord, les personnages. Celui de Jessica est intéressant mais hyper conventionnel. Le père est absent. Taylor est insupportable. Et Alice doit faire face à ses traumatismes et reste la pierre angulaire du métrage. Bon, la gamine, elle retourne sa veste avec une rapidité dépassant celle de Sonic dans les dernières minutes du film, ce qui m'a passablement dérangé.
Un raccourci scénaristique dans toute sa splendeur. Est-ce que l'on peut encore croire au cinéma horrifique français? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. France et cinéma d'horreur, c'est une histoire compliquée. Alors c'est pas qu'il n'y ait rien de bon, entendons-nous bien. Il y a plusieurs métrages que j'ai énormément appréciés, par exemple Haute Tension, À l'intérieur, Martyr, Grave, Frontières, Night Shot, Ne nous délivrez pas du mal, ou Goal of the Dead, et j'en passe. Mais rendons-nous à l'évidence. Dans l'ensemble du paysage horrifique français, c'est souvent bancal et ça manque parfois de passion. Eh bien, ce métrage m'a redonné confiance dans le cinéma de genre en France. Il prouve que même avec peu de moyens et une organisation parfois à l'arrache, on peut faire du contenu de qualité. Parce que oui, on parle ici d'une production avec un budget approximatif de 250 €, des acteurs amateurs et du matériel de tournage se résumant à un iPhone SE 2020. Mais avant d'aller plus loin, ce film, de quoi ça cause? En août 1999, plusieurs jeunes filles disparaissent sans laisser aucune trace au lieu dit la colline de la Forêt Noire. 20 ans plus tard, Joseph Duplan, écrivain, journaliste et spécialiste en phénomènes paranormaux, décide de mener l'enquête avec son ami et caméraman Jean Flo. Ensemble, ils vont découvrir la sombre vérité tout en étant confrontés à des événements de plus en plus terrifiants. Alors, par où commencer? On se retrouve donc dans un style documentaire respecté d'un bout à l'autre. On démarre le film en nous précisant que ce dernier a été posté, déjà monté, sur le dark web. Voilà, bah écoutez, donc j'espère que ces extraits vous ont donné envie de vous abonner à sa chaîne, hein, donc la chaîne de Romain, critiqueur, donc youtubeur suisse. Voilà, donc c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas si longtemps, hein, donc grâce à l'algorithme de YouTube. Maintenant, une autre chaîne, donc c'est une chaîne d'un compatriote qui est Geoffrey, donc de la Maison Close. Voilà, donc Geoffrey, donc c'est un peu également la même chose que Romain, donc critiqueur, donc il parle aussi bien d'anciens films que de films plus récents, hein. D'ailleurs, récemment, donc il a fait une très bonne vidéo, hein, donc un peu une vidéo rétrospective qui va assez en profondeur, donc sur de Rocky Horror Picture Show, hein, donc et voilà. Et Romain aussi, il a vraiment pas mal d'humour, donc il utilise un montage assez dynamique, beaucoup de, oui, il est plein de bonhomie, hein, donc comme Romain, critiqueur également, hein, donc voilà. Donc là, je vais vous passer quelques extraits de sa chaîne et on se retrouve juste après. Si je vous demandais de me citer le rôle le plus emblématique de Tim Curry, vous me répondriez sans doute Gripsou le clown, Darkness ou encore pour les plus pervers d'entre vous, le gérant de l'hôtel dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Mais pour moi, et pourtant Dieu sait que j'apprécie son interprétation du clown imaginé par Stephen King, son apparition la plus mémorable restera à tout jamais celle dont nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui un épisode un peu spécial car nous allons parler non pas de un, mais de deux films. Le cultissime Rocky Horror Picture Show, sorti sur les écrans de cinéma en 1975, et son remake bien moins cultissime sorti sur les écrans de télévision américains en 2016. Alors mettez vos mains sur vos hanches et préparez-vous au saut dans le temps le plus incroyable de votre vie. Au commencement était l'univers. Et Richard O'Brien. Cascadeur puis acteur, le britannico-néo-zélandais se produit sur scène dans différentes productions et notamment dans la comédie musicale Jésus-Christ Superstar. Mais écarté de la troupe, il se met à écrire des chansons inspirées de ses souvenirs d'adolescent et imagine un spectacle qui aurait pour toile de fond une histoire de science-fiction avec des références aux films d'horreur de série B qu'il apprécie particulièrement. Le réalisateur Jim Sharman, par ailleurs producteur de Jésus-Christ Superstar en Australie, l'encourage alors à rédiger un script sur base de ses idées, et tout ça aboutit à la création du spectacle théâtral alors intitulé The Rocky Horror Show.
La première représentation britannique a lieu en juin 1973 avec succès, à tel point que dès l'année suivante, le show traverse l'Atlantique et pose ses bagages à Los Angeles en 1974 d'abord, puis à Broadway en 1975. Ouais, c'est plutôt pas mal comme progression. Et forcément, un tel succès entraîne d'autres ambitions. Dans l'intervalle, O'Brien a commencé à plancher sur une adaptation de son travail en long métrage et le projet se monte assez rapidement grâce à sa collaboration avec Jim Sharman. Réalisé par ce dernier, le film est renommé The Rocky Horror Picture Show et s'il reçoit d'abord un accueil des plus mitigés de la part des spectateurs, l'œuvre musicale finit par trouver son public lors des fameuses séances de minuit durant lesquelles les gens se déhanchent et chantent dans la salle en même temps que les acteurs. Pourquoi un tel engouement, allez-vous me demander ? Bah déjà, regardez ce costume qui pue la classe. En fait, non. Et si vous avez vu le film, vous connaissez déjà la réponse, mais si vous le découvrez grâce à cette chronique, patience, je vais y venir. De son côté, le remake est un projet de la branche télévisée des studios Fox qui remonte à 2002, lorsqu'une sortie en 2003 était encore envisagée pour marquer le 30e anniversaire de la pièce qui a donné naissance au film. Un remake pour lequel l'ancienne productrice de Broadway Gail Berman aurait été impliquée en tant que coproductrice, mais l'affaire n'aboutit pas. En 2008, c'est MTV qui se lance dans un projet de réadaptation et Berman est à nouveau pressentie comme productrice, mais ses plans échouent également. Ouais, il faut croire que la madame porte la poisse. Le cygne indien sera finalement vaincu 7 ans plus tard, puisque le 10 avril 2015, la Fox annonce que Kenny Ortega, connu notamment pour avoir réalisé le film Hocus Pocus, mais surtout la trilogie High School Musical et le film This Is It de Michael Jackson, tiendra la caméra du remake, dont la production a cette fois démarré. L'équipe créative se part de nobles intentions, puisqu'elle prévoit de s'en tenir fidèlement au texte et à la partition de l'original, tout en réimaginant grandement l'histoire sur le plan visuel. Ouais, vous savez comme moi ce que ça veut dire ce genre de choses, hein, ça pue un peu. Hein. Mais bon, est-ce qu'ils ont réussi ? On va voir ça tout de suite. Le film de 1975 s'ouvre sur une bouche sans visage qui chante sur fond noir pendant que défile le générique. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais laissez votre logique de côté car je vous assure que c'est loin d'être l'idée la plus barrée du film. Enfin, en attendant, écoutons ce que cette bouche a à nous dire. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Science fiction. Double feature. Dr. X will build a creature. Nous sommes donc bien dans un film qui ambitionne de rendre hommage aux séries B d'antan, et il faut bien admettre que cette bouche en gros plan présente un grain de folie tout à fait réjouissant. Pour moi, ça sonne clairement comme une note d'intention, et nous ne sommes pas prêts. Mais voyons maintenant comment ça se passe du côté du remake. And Flash Gordon was there in silver underwear. Cloud Rains was the invisible man. Ah! Science fiction. Double feature. Dr. X will build a creature. Oh, 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 oh. At the late night double feature picture show. Le tout se conclut tout de même par un hommage appuyé au premier opus, qui paraîtra certainement un peu étrange aux spectateurs n'ayant pas vu ce dernier. Picture show. Bon, évidemment, on va pas juger tout le film sur la base de son entrée en matière, ce serait pas très juste pour lui. Mais je pense qu'on peut déjà sentir que le niveau de folie ne sera pas tout à fait le même. Après cette introduction ma foi plutôt surprenante, le film démarre réellement sur le mariage le plus fun de l'histoire et nous y découvrons Brad et Janet, le duo de personnages que nous allons suivre pendant 1h40 à travers une chanson qui nous expose clairement leur relation. I've got something to say. The river was deep, but I swam it. Janet, The future is ours, so let's plan it. Janet, I've one thing to say, and that's damn it, Janet, I love you. Here's a ring to prove that I'm no joker. Du
côté du remake, on laisse tomber le cimetière glauque qui rappelait peut-être un peu trop La Nuit des Morts Vivants de George Romero, pour un équivalent bien plus propre, mais ce changement n'est rien en comparaison de la nouvelle chorégraphie façon High School Musical qui, je trouve, enlève beaucoup des émotions véhiculées par les acteurs. Ce qu'on appelle communément le survival est un sous-genre du cinéma d'horreur qui a été tellement inondé de bobines médiocres qu'on a parfois l'impression qu'il est devenu impossible d'y proposer un bon film. Pourtant, de temps à autre, une péloche un peu plus intelligente que la moyenne sort de nulle part et colle une petite claque au spectateur avant d'enfanter une vaste quantité de suites à la qualité variable, mais souvent décroissante. Au début des années 2000, cette péloche inespérée s'intitulait Détour mortel et nous a été proposée par un certain Rob Schmidt, dont cela reste à ce jour le principal fait d'armes notable. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, sortez vos chemises à carreaux et préparez votre arc à flèches car on va parler d'un bon film. Le développement de Détour mortel débute en 2001 lorsque Summit Entertainment et Newmarket Group annoncent qu'ils s'associent pour produire Wrong Turn, traduit Détour mortel par chez nous et Sortie fatale au Canada, un film d'horreur à l'ancienne sur le point d'être réalisé par le dit Rob Schmidt. À l'époque, l'amateur de grands frissons n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, car à part le projet Blair Witch en 1999 et Pitch Black au début des années 2000, l'essentiel des films estampillés horreur est dominé par la vague du néo-slasher qui a déferlé depuis le succès de Scream en 1996. Dans ce contexte, inutile de préciser que le film scénarisé par Alan B. McElroy dispose d'un boulevard devant lui. Mais encore faut-il qu'il soit bon, et autant dire que ce n'est pas gagné d'avance quand on voit le CV du bonhomme qui comporte, entre autres, les scénarios d'Halloween 4, soit l'un des chapitres les plus anecdotiques de la saga, ainsi que 2 adaptations qui ont durablement rayé les rétines des spectateurs, à savoir Spawn, la célèbre transposition nanardesque du comics du même nom, et l'adaptation du jeu vidéo Tekken, dont la note sur Rotten Tomatoes atteint le chiffre faramineux de 31%. Wow. Pourtant, contre toute attente, le natif de Cleveland va livrer une histoire tout à fait correcte, peuplée de personnages attachants et de situations tendues comme des strings, à défaut d'être original. Mais de quoi ça parle donc ? Eh bien, je vais vous le dire, bande de petits spectateurs impatients que vous êtes. Un couple part nous faire une mission impossible 2 dans une forêt éloignée de l'ouest de la Virginie, mais puisque la jeune femme n'est pas Tom Cruise, ce qui doit arriver arrive, et pendant qu'elle tente de remonter par ses propres moyens, parce que son homme est un gentleman à toute épreuve, Dépêche-toi un peu! celui-ci ne trouve rien de mieux à faire que de lui souiller le visage. Étonnée que ce ne soit pas le même liquide que d'habitude, la jeune femme se dépêche de remonter, mais elle n'est définitivement pas Tom Cruise et la chute s'avère vertigineuse. Mais en fait ça va, les chutes en alpinisme c'est pas si grave, puisqu'elle trouve quand même la force de tomber dans le piège que lui a tendu son mystérieux agresseur. Attention, un générique à la Seven ! C'était la mode à l'époque. Il est donc temps maintenant de faire connaissance avec notre héros, Chris Flynn, étudiant en médecine qui doit se rendre à un entretien super important. Ouais, c'est toujours super important dans les films. J'imagine qu'aller chercher les croissants du matin, ça crée moins d'enjeux. Eh ben vous savez quoi ? Imaginons un peu ce que ça pourrait donner. Je vais jamais y arriver. Ouais, revenons-en au film. Manque de chance pour Chris, des produits chimiques se sont renversés sur la chaussée et il se voit donc contraint de prendre une autre route s'il veut arriver à l'heure. Une route où bien évidemment, on ne trouve aucun réseau téléphonique. Je sais qu'elle vous avait manqué depuis l'épisode sur le Leprechaun. Alors s'il vous plaît, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour le retour de la boîte à clichés. Cliché, 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 cliché. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Une station essence chelou, peuplée de rednecks édentés, alcooliques et agressifs. Oh putain, déjà? Ok. Cliché, 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 cliché.
Voilà, mais voilà, encore une fois, donc je suis désolé de me répéter, mais voilà, j'espère que ces quelques extraits vous ont donné envie de vous abonner à la chaîne de Geoffrey. Hein, donc voilà, donc c'est un compatriote que j'ai rencontré d'ailleurs, et donc j'ai Geoffrey et moi, nous avons sorti une vidéo en collaboration, hein, qui était donc sur My Bloody Valentine, hein, donc Meurtre à la Saint-Valentin, donc qui est mon slasher préféré. Hein, donc maintenant vous commencez à connaître mes goûts. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, je parle bien du film original de Georges Mihalka de 80. Voilà, donc maintenant la chaîne de Beast Not Dead, hein, donc Beast Not Dead, donc qui est aussi une toute petite chaîne, hein, donc moins de 500 abonnés ou moins de 600 abonnés, je ne sais pas. Donc voilà, encore une fois, une chaîne que je vous invite vraiment à découvrir. Hein, donc c'est deux Français du Mans, fort sympathiques, hein, et eux, ils parlent vraiment beaucoup de films bis, hein, donc du cinéma italien, mais pas que. Hein, donc ils ont également fait des interviews. Hein, donc ils ont interviewé donc certaines personnes, acteurs, producteurs ou réalisateurs qui ont œuvré dans le cinéma bis des années 70, 80. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Et sur leur chaîne, ils parlent également, ils présentent donc des films parce qu'ils s'occupent également de la programmation de films en fait de leur cinéma, pas leur cinéma, dans un cinéma, je suppose que c'est un cinéma du Mans en fait, et voilà, ils présentent le film qu'ils vont projeter, hein, donc c'est une introduction au film, ils donnent des infos sur le film, des trivia, des anecdotes, voilà, donc c'est aussi très intéressant. Ils ont fait notamment aussi une vidéo sur Gremlins 2, et donc voilà, donc c'est vraiment une chaîne aussi que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, donc là je vais vous passer quelques extraits de leur chaîne, on se retrouve juste après. Because you never can tell. There just might be a gremlin in your house. Bonsoir tout le monde, et content de vous voir aussi nombreux. Nous sommes le fil d'Apple Track, hein, donc si on bafouille c'est normal. Donc on est très content de venir de avoir pour cette soirée bis menstruelle numéro 32 déjà, ça fait longtemps qu'on est là. Ouais. Donc on devrait être à 45 s'il n'y avait pas eu le Covid, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc je pense que beaucoup de gens l'ont vu dans la salle. Qui l'a vu d'ailleurs ce film? Ah merde, c'est la version philippine, hein, donc c'est les Ghoulies en fait qu'on passe. Non, on a décidé de passer ce film un petit peu connu. On a hésité entre plusieurs films. Bien sûr, on s'est dit que ça pouvait être cool. Surtout dans la période de Noël qui arrive. Hein, donc c'est un film de Noël qui est devenu culte avec les années. Pourtant, il est sorti en juin. Donc c'est quand même fort, quoi. Donc on va essayer de vous parler un petit peu du réalisateur du film. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens assez connus qui ont participé à ce projet-là. Et comment c'est devenu un film quasi parfait des années 80, hein, on peut le dire. Mais finalement, il se tourne vers Joe Dante, qui était à l'époque donc le réalisateur du film, qui avait plus d'expérience, parce qu'il avait réalisé Hurlement en 81, un film de loup-garou. Et aussi, il avait co-réalisé avec Spielberg la 4e dimension, en 83. Donc du coup, il semblait que ça lui correspondait pas trop mal. Donc il décide, comme je disais, de coproduire avec la Warner Bros. Et la première version du script était super violente en fait. Il a été beaucoup édulcoré. À la base, c'était pas tellement fait un peu pour les enfants, mais disons que ça allait peut-être en choquer certains, parce qu'il y avait des personnages principaux qui mouraient, notamment le chien. Il y avait aussi une scène où les Gremlins, ils envahissaient un McDonald's et ils bouffaient les clients au lieu de manger des burgers. Donc il y avait un côté très sombre, quoi.
Alors, bah écoute, l'autobiographie, comment dire, donc Ripley, c'est sorti en 2019, tu vois. C'est sorti début 2019, si je me trompe pas. Alors, ça venait en fait ponctuer, tu vois, la fin de Videotopsie, en fait, tu vois. Et donc, comment dire, j'en ai éprouvé le besoin. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, pour une autobiographie, entre guillemets, c'est quand même, c'est tôt. C'est tôt pour écrire une autobiographie. Hein. Bon, à l'époque, j'avais 48 ans. Bon, donc ça peut paraître tôt. Mais moi je suis d'un naturel plutôt pessimiste, donc si tu veux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, et tant que j'ai encore l'énergie, tu vois, et les facultés intellectuelles pour coucher sur papier tous mes souvenirs, tu vois, liés au cinéma en particulier, je le fais. Alors, le monstre de Florence, si tu veux, ça a pris la forme d'un fanzine one shot, comme on dit, tu vois, une espèce de numéro un peu à part, hein, de publication à part. Alors ça, tu vois, c'est peut-être ce que j'ai pris le plus de plaisir à faire, en fait. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est à la confluence, c'est à l'intersection de tout ce que j'aime. C'est bien simple. Le giallo, l'affaire criminelle. Pour commencer, l'affaire criminelle, l'affaire de serial killer, tu vois, énigmatique, parce qu'on ne sait toujours pas réellement qui a tué. Le cadre, Florence, et les collines de la Toscane alentour, tu vois, donc là, moi j'y suis allé, c'est là que je veux vivre, hein. C'est là que je veux aller finir ma vie, moi, hein, tu vois, et c'est prévu au programme d'ailleurs, hein. On déménagera là-bas, nous, hein, pour notre retraite. Donc si tu veux, c'est la ville, c'est la ville où je veux être, tu vois, bon, donc il y a ça, le cadre. Et puis, l'exploitation culturelle de l'affaire, sous la forme évidemment, même de manière indirecte, du giallo. Voilà, donc c'était la chaîne des Manceaux, hein, parce que je pense que c'est comme ça qu'on dit, hein, donc les habitants du Mans, les Manceaux, Beast Not Dead. Alors maintenant, je voudrais vous parler de la chaîne de CES, hein, donc qui est Hellbound Horror Show. Hein, donc c'est aussi une petite chaîne, hein, donc il a moins de 3000 abonnés. Hein, donc là, CES nous parle vraiment, c'est aussi, donc il nous parle de films anciens et parfois plus récents. Hein, donc ces dernières vidéos, il parlait des films de Clive Barker. Mais voilà, donc il a notamment parlé de films que je connais pas du tout, comme un film de un Freddy, mais façon en mode indienne par exemple, donc je connaissais pas du tout. Et voilà, donc ça je trouve ça intéressant parce qu'il parle aussi de films un peu moins connus. Hein, donc il a notamment parlé de Ghost Keeper. Hein, donc d'ailleurs je me suis servi, j'ai utilisé une partie de ces infos pour ma vidéo sur Ghost Keeper. Hein, donc c'est un slasher qu'il aime assez bien en fait, hein. Donc ça c'est la chaîne de CES. Donc là, et oui, et je trouve aussi fort sympathique et il a aussi vraiment un montage très dynamique. Hein, donc franchement, il est vraiment doué pour le montage, je trouve. Je sais pas s'il travaille là-dedans, mais au niveau du montage, franchement, je trouve vraiment que CES assure. Hein. Donc c'est une chaîne, voilà, anglophone, mais voilà. Donc si vous parlez bien l'anglais, eh bien, donc c'est une chaîne que je vous recommande. Donc là, je vais vous passer quelques extraits de la chaîne de CES, Hellbound Horror Show, et on se retrouve après. Tonight, I'm reviewing a perfectly normal, ordinary horror film. Nothing crazy here at all. Nothing. We have witches, snakes, fog, blood, black magic, shape-shifting, pig people. The Thing from Eraserhead? Screaming and fighting fireballs. Unspecial effects, lizard tongue tattoos, baby munching while that baby is still in the womb, and oh yeah, there's this. That's a floating, detachable vampire head with organs attached. Perfectly normal? Yeah. Okay. Welcome to the Hellbound Horror Show. Mystics in Bali has grown a cult following over the years, and I was first made aware of it in 2010 when Cinemassacre reviewed it
for Monster Madness. It's in the Massacres Monster Madness. It's one of those weird films that people who like weird and bad films tend to gravitate towards. Now, I'm not saying that Mystics in Bali is a bad film, but it is a culture shock for sure, and the low budget and low production value definitely show. But I'm getting ahead of myself. Let's talk about the plot. There is a plot, right? There has to be a plot, right? Now, the plot may be hard to follow. This is an Indonesian film made for a Western audience. These are very Eastern ideas and a very Eastern story trying to be adapted and translated to a Western market. Let's just say some things were lost in translation. We have Kathy here, who is an author from the United States visiting Bali. She's writing a book about black magic and witchcraft. She's already done her research on voodoo and is now focusing on Liak, the black magic of Bali. She meets Mahendra, her love interest, who is knowledgeable on the subject. He introduces her to the Dark Witch, who asks for blood in exchange for this awesome tattoo from her lizard tongue. Kathy sees the witch every night and grows powerful in the way of Liak. She uses the power to shapeshift into a pig. Kathy finds out that she may be murdering people at night, as once she gets to the witch, she can't remember anything after. Oh yeah, she's sick and isn't feeling well, but the witch makes her feel better at night or something. And if it sounds like I'm stumbling over the plot, just know that I'm doing a much better job of telling this story than the actual movie does. The witch begins to take the head of Kathy off of her body and eat unborn children with it. I hate when that happens. There are so many great slasher films, especially from the 80s. Everyone knows the popular ones like A Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, Texas Chainsaw Massacre sequels, and Halloween sequels, but if you peel back the layers and dig a little bit deeper, you find other beloved slashers like Child's Play, My Bloody Valentine, Sleepaway Camp, The Burning, Slumber Party Massacre, and The Prowler. Dig a little bit deeper yet, and you get some truly hidden gems. Overlooked masterpieces like Stage Fright, Alone in the Dark, Sorority House Massacre, and tonight's movie, Grave Robbers. If you've never heard of Grave Robbers from 1989, don't worry, not a lot of people have. It wasn't until 2020 until it got its first Blu-ray release by the great people at Vinegar Syndrome. This is one of the most underrated slasher villains ever. Grave Robbers isn't perfect though. Audio quality can be a little harsh and inconsistent at times. The pacing is all over the place. There will be long stretches of nothing and then like 3 to 5 kills happen all at once. This is also a Mexican horror film, so it's not in English, and I know some people just can't stand a movie with subtitles. Also, some of the values and themes may not easily be applied to people in other countries. Grave Robbers is a must-see slasher film, especially if you like the later installments of the Friday the 13th franchise. I like to think of this movie as a Kane Hodder Jason with a bit more heart. It's brutal in all the right ways, it's fun, formulaic when it needs to be, and just a blast to watch. Grave Robbers comes fully recommended to all slasher enthusiasts. And that's all I have for tonight, so thank you so much for watching, and stay spooky, everyone. Hey, funny seeing you here. You come here often? So I won't lie, I don't know a lot of Mexican horror films, so let me know what Mexican horror films are worth checking out in the comments below. Thanks, bye. Voilà, donc c'était la chaîne de Seth, Hellbound Horror Show. Donc ça fait un petit temps qu'il a plus sorti de vidéo, mais voilà, donc il m'a dit que bientôt il allait ressortir des vidéos, mais voilà, pour le moment il est assez occupé, mais en tout cas voilà, normalement prochainement il va sortir une vidéo. En tout cas donc je touche du bois, voilà, donc là
je pose ma main sur ma chaise. Voilà, et donc maintenant je vais encore parler de deux chaînes. Donc, qui sont la chaîne de KissEH, donc KissEH, donc c'est des youtubeurs suisses, donc de la même nationalité que Romain, critiqueur. Alors KissEH, eux, ils parlent vraiment aussi, donc c'est des vidéos assez longues. Et dernièrement, ils font également des lives en fait, parce que Romain de Croix de Malte, évidemment, il fait que des lives, donc c'est des émissions qu'il fait, donc c'est en direct. Et évidemment, les lives sont également disponibles en replay, donc bien entendu. Là, voilà, donc KissEH, ils font également des lives. D'ailleurs, ils vont avoir un live prévu demain, donc vendredi 5 avril, mais bon, le temps que ma vidéo sorte, ce sera passé, mais voilà, en général, ils font un live toutes les 2 semaines, où voilà, ils parlent de plusieurs thèmes, ils peuvent parler de jeux vidéo, comme de manga, comme de films bis, et ils font également des vidéos très détaillées sur des films, donc par exemple, ils ont sorti une très bonne vidéo sur Bloodsport, donc avec Jean-Claude, vraiment une vidéo que je vous recommande, donc on apprend énormément de choses, et encore une fois, c'est aussi un montage très dynamique. Vraiment, ils font du super taf, on apprend beaucoup de choses, pas mal de travail de recherche, et aussi pas mal d'humour en fait, donc chose que j'apprécie beaucoup. Voilà, mais encore une fois, ils font également des lives, et voilà, donc ils ont aussi sorti une vidéo. Mais voilà, ils parlent également de cinéma bis, donc vous voyez, comme Bloodsport, et ils ont parlé aussi de Full Metal Jacket. Vous voyez, donc voilà, c'est vraiment des vidéos donc, qui vont assez en profondeur, donc comptez, oui, en moyenne au moins 30 minutes pour une vidéo. Ils ont sorti une vidéo aussi sur Une nuit en enfer, qui était vraiment super, vraiment top, les gars. Et voilà, et d'ailleurs leur vidéo sur Bloodsport apparemment a très bien marché, et voilà, donc c'est donc que mérité. Donc voilà, donc là je vais vous passer quelques extraits de leur chaîne, et on se retrouve juste après. Bonsoir les potes. Salut la familia. Ce soir, on sera en direction Miami, les gars, en Floride. Donc pour parler d'un putain de film quand même. Le balafré. Scarface, les gars, quand même. J'ai nommé Scarface, putain de Scarface. Ça arrive, ça part et on y va, bordel. Voilà mon gars, Scarface. Scarface mon gars. 83. Des classiques. Classique des classiques comme tu dis mon pote. Donc à l'arrêt, bon, Brian De Palma. Encore lui bordel. Encore lui, ouais. On en parle souvent de Brian. On en parle souvent, mais il le mérite. Il le mérite ce petit coquino quand même. Bah oui, parce que c'est quand même une tête connue du cinéma. Exactement. Quand même, mec. Donc il taquine un peu quand même. Et puis chef-d'œuvre, chef-d'œuvre Scarface quand même. Bah oui, d'ailleurs bon, Scarface à la base. C'est un remake. C'est un remake, c'est ça. Ouais, du film de 1932 de Howard Hawks, scénarisé par Ben Hecht.
Donc ouais, c'était différent, mais sauf là, ça se passe à Chicago. Hein, exactement. Pendant la prohibition d'ailleurs. Exactement. Le protagoniste, c'est pas Tony Montana, c'est Tony Camonte en italien. Ah, bien sûr. Donc Howard Hawks s'est inspiré de la vie de Al Capone. Al Capone, exactement. Et voilà. Après, bon, t'as eu Brian De Palma qui s'est chargé du remake. Oui, c'est un remake, c'est ça qu'on oublie souvent. Remake en plus, hein, ouais. Scénarisé par Monsieur Oliver Stone, donc très bon aussi, tu vois. Bien sûr. Qui sortait juste avant de Midnight Toll, tu vois, Midnight Express, donc qui était en récession de poudre blanche, lui. Donc c'est vrai qu'il devait avoir des idées un petit peu farfelues. Le pauvre Oliver, tu vois, et qu'il l'a écrit en France en plus, hein, tu vois, donc ça c'est cool. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, donc à la base c'était pas Brian qui était à la réalisation. Non, c'était Sidney. Voilà, Sidney Lumet, exactement. Exact. Donc entre autres le mec qui avait fait Serpico, les potes, avec Alpa déjà, un après-midi de chien. Exactement. Donc Prince à New York aussi. Mais il s'est désisté. Ouais. Je sais pas s'il s'est désisté ou si on l'a têche. Ouais, on l'a, un peu les deux, tu vois, je veux dire. Donc, mais après, voilà, Brian a sauté dessus. Et puis, tant mieux, j'ai envie de te dire. Oui, tant mieux. Ouais, même si Sidney, c'est pas mal aussi, hein, on se détend. Mais voilà, bon, la critique, quand même, c'est vrai pas ouf. Hein. C'était pas ouf, non. On a gueulé. Hein. Ils ont gueulé Ils ont gueulé Hollywood. Les mecs, ils ont dit peut-être trop de poudre. Cocaine is a hell of a drug. Trop de poudre, trop de phoque aussi. I got fucking octopus coming out of my fucking ears, man. Même la communauté cubaine a gueulé. Oui. Parce qu'ils disaient comme quoi vous servez des Cubains pour foutre la merde. C'est quoi ces clichés de merde, on n'est pas tous des vendeurs de C, nous, bordel. C'est ça, et en plus c'est même pas des Cubains qui jouent, ils disent, tu vois. Bien sûr. En plus qu'ils tiennent les rôles, donc tu vois. Ah oui, c'est pour ça qu'on est allé chercher Steven Bauer. Donc, lui, il a des origines, Mani. Mani, les gars. Steven Bauer. Exactement. Ah, la musique, quand même, il faut citer le mec italien. Encore en italien. Voilà. Nom de Dieu, monsieur Giorgio Moroder. Giorgio Moroder, putain. Un pro du synthé. Hein. Un pro du synthé, exactement. Synthé dance, un peu Eurodance. Exactement. C'est pas à la John C, tu vois. Non, un peu plus mélodique, lui, tu vois, un peu plus clair au niveau des notes. Mais très 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 bon, hein, Giorgio. Hein. T'as cité avant Midnight Express, c'est le même compo. Exactement, mon petit pote. Et puis lui, il a participé à plein de hits où on s'est enjaillé, hein, tu vois. Donc le mec, attention, hein, Giorgio, c'est un bon, mon pote. Viva l'Italia. Grazie a te. Ciao. Donc voilà, 83 c'est sorti, H. On retourne en arrière, bordel de merde. Putain de merde. Hein, on y va. 40 ans, mon pote. 40 ans. Putain, c'est vrai aussi, il faut pas qu'on oublie de c'était. Il y a 40 ans, mec. Non. 83. Oui, c'est vrai. Hein, une année charnière. Une année symbolique. Une année symbolique, mon pote. Ah oui, car c'est l'année de ta naissance, mon gars. Exactement. Tu vois, il faut pas oublier de le tu dire. Vois, je suis né avec ce film, moi. C'est juste. Enfants. Donc, totalement juste. Il y a une petite affection sur ce film. Entre autres. Ouais. À part ta naissance, il y a eu quoi niveau cinéma, mon pote? Au niveau cinéma, on a eu des pépites, mais bon, on a sélectionné quelques-uns que j'affectionne. Que toi, il y en a un ou deux que tu connais pas. Oui. Mais on va commencer avec un des classiques que moi j'aime beaucoup. C'est Flashdance de Monsieur Adrian Lyne. Ouais. Tu vois, donc j'aime beaucoup ce film-là. Il est sorti en 83. Et voilà. Pour ceux qui aiment la gymnastique et la danse. La danse et les belles jambes. Et la chanson d'Irene Cara, donc magnifique. Ouais, voilà. C'est ça. Après, j'ai envie de dire un autre film, peut-être plus méconnu, mais qui reste bon, avec un tout jeune Matt Dillon, Rusty James, les gars, qui sortait cette année-là, de Francis Ford Coppola. Alors celui-là, je l'ai jamais vu, par contre. Donc, je te le conseille. C'est en noir et blanc, mon pote. Hein. Il y a Mickey Rourke dedans. Ok. Donc, c'est pas mal aussi, tu vois. Pourquoi pas? On va essayer d'y jeter un œil. Comment ne pas parler du film à la voiture rouge, mon pote. Ah, John C. John C. John C. Bien sûr qu'il faut qu'on parle de Christine, mec, parce que Christine sortait cette année-là. Donc un très très bon petit film aussi de Monsieur John C. Pas son meilleur. Tiré d'un ouvrage de Monsieur Stephen King.
Bonsoir les potes. Konnichiwa. Konnichiwa. Ce soir, on se retrouve pour une animation japonaise, les gars. Donc, pas n'importe laquelle, hein, en plus. Non. Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii. Fantôme dans une coquille. C'est ça. Fantôme dans une coquille. Quoi dire de plus à part que c'est de la tuerie, les gars. Légende, légendaire. Donc, les potes, ça part. Non, justement, il y avait un dirigeant à l'époque, un dictateur Oui. qui se faisait appeler colonel Malès. Oui. Malès, un petit peu voilà. latinos aussi celui-là. Peut-être qu'il vient du Mexique. Gabel, on a dit. C'est Gabel. Gabelos. Gabelos. Oui, mais Malenos. Malès. Non, justement, lui, il est plus au pouvoir. Bien, le nouveau régime en place à Gabel demande une aide financière pour soi-disant reconstruire le pays. C'est ça. Non, c'est un nouveau dirigeant. Un nouveau dirigeant, donc... Plus lui- de gauche, lui. plus de gauche, plus. Voilà, mais l'ancien dirigeant, le colonel, demande asile politique au Japon. C'est ça. Eh bien, il y a un problème. Le leader de l'ancienne junte au pouvoir dans le pays nous a demandé l'asile politique. Vous voulez dire le colonel Malès? Oui, ils ont un peu le cul entre des chaises. Ils savent C'est pas ça. trop à qui. Ils savent pas où aller. Oui, alors soit nous l'acceptons comme réfugié politique et nous refusons l'aide à Gabel, soit nous le fichons dehors et nous leur tendons la main. C'est Qu'est-ce ça. qu'on fait, parce Est-ce qu'on donne la confiance à l'autre connard d'avant ou est-ce qu'on essaye de suivre le nouveau Bah eux, ils préféraient rester avec Ouais. le nouveau. Ouais. Donc c'est ça le problème. Mais voilà, c'est un peu le Tout bordel. est une question de politique, les gars. C'est ça, donc c'est un peu le merdier actuellement. Mais en même temps, entre tout ce bordel, on a un terroriste. Voilà, bah écoutez, encore une fois, hein, donc j'espère que ces extraits vous ont donné envie de vous abonner à leur chaîne, hein, donc la chaîne des youtubeurs suisses KICH, fort sympathique, et encore merci à eux, hein, donc parce qu'ils ont accepté ma demande de collaboration, donc on a sorti une vidéo, enfin j'ai pu sortir une vidéo sur Twisted Nightmare en collaboration avec eux, et voilà, encore un grand merci les amis, et voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir à nouveau collaborer. Oui, voilà. Bah, écoutez, donc là maintenant encore, je vais vous parler de deux dernières chaînes. Donc tout d'abord la chaîne de Attention ça tourne, qui est la chaîne de Pascal. Ah, donc Pascal qui est vraiment un passionné de films italiens, américains, mais pas que. Hein, donc sa chaîne, il fait également des lives hein, donc sur sa chaîne où j'ai déjà été invité. Donc un grand merci Pascal et normalement donc on aura un live prévu sur sa chaîne sur le thème du Poliziesco, hein, donc qui est le polar italien des années 70, début années 80. Et voilà, donc je me réjouis de participer. Encore merci pour l'invitation, Pascal. Et voilà, donc Pascal, voilà, donc il parle aussi bien il parle surtout de films anciens, hein, donc années 70, 80. Voilà, encore une fois, donc ça peut être des films américains comme des films italiens. Plutôt axé cinéma bis, mais pas que. Il peut également parler de comédie par exemple, hein, ou de drame. Hein. Donc par exemple, il a fait une vidéo sur To Kill a Mockingbird par exemple, un excellent film avec Gregory Peck, que je l'ai en DVD d'ailleurs. Et il fait aussi c'est des lives. Donc pour chaque live, donc il y a un thème. Hein, donc il a fait un thème giallo, hein, notamment avec Tinterora. Je me souviens plus de son pseudo, désolé, c'est Tinterora. Voilà, donc il parle très bien du giallo. Il invite aussi régulièrement Grégory Valkoviak, qui est thérapeute et qui nous donne un point de vue psychologique des personnages en fait. Hein. Donc c'est vraiment très intéressant et très fouillé de la part de Grégory. Il fait ça très bien, c'est assez c'est passionnant. Et donc voilà, donc vraiment, et Pascal met également de temps en temps, il upload également des vieux films, hein, donc et il fait également des watch-along, hein, donc c'est-à-dire qu'on regarde ensemble le film, tous ensemble, hein, tous les abonnés, on regarde ensemble le film avec lui, hein, donc sur sa chaîne, hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y en a très peu qui font ça, les watch-along, c'est vraiment typiquement américain, mais d'ailleurs je pense que je ferai un petit disclaimer, en fait je pense que je ferai un watch-along sur ma chaîne
chaîne pour, évidemment, à mon avis, ce sera sur Silent Night, Bloody Night, qui est un film qui est passé dans le domaine public, donc il n'y a pas de risque au niveau du strike. Mais voilà, donc c'est aussi une chaîne où on apprend beaucoup de choses sur les films, donc Pascal va assez en détail, hein, donc c'est vraiment très intéressant. Donc il est surtout axé film de genre. Donc pas seulement horreur, mais ça peut être aussi oui, comme j'ai dit, des comédies ou des westerns ou des drames, des nanars aussi de temps en temps, hein. Donc il a déjà fait plusieurs soirées nanars en fait. Mais voilà, donc je vous recommande vraiment également sa chaîne. Donc là, je vais vous passer 2 extraits et puis on se revoit juste après. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Ravi de vous retrouver sur Attention, ça tourne ce soir pour le 10e chapitre de l'âge d'or du Giallo, avec ce soir un monument du genre, en tout cas un des meilleurs grands Giallo de l'ère Argento, avec donc Ténèbres. Et très content en tout cas de voir que vous êtes déjà assez nombreux sur le chat. 38 personnes pour nous suivre. En tout cas, merci à tous de nous rejoindre pour donc faire ce live ensemble avec mes acolytes habituels. Alors, je vais tout de suite, sans plus tarder, donc les introduire, comme on dit, évidemment. Et hello à tous, hello à Madbag, à Cookie, à Lionel, à Jacquet, à Ludovic Le Prêtre, à Terry, bien sûr, à John the Fool, à Baron Von Zilla, à Lorenzo Bis, Matwag, John, et puis Nuntoter, j'en oublie, désolé, je remonte le chat au fur et à mesure. Je vais tout de suite introduire Greg. Salut mon cher Greg. Bonsoir, ça va très bien et toi Pascal? Ben très bien, content qu'on se retrouve enfin pour ce 10e chapitre du Giallo. Ça fait plaisir. Ouais, surtout qu'on Ça passe. va avoir affaire à un monument qui va redéfinir à la fois, conclure beaucoup de choses, hein, parce que qui est pour moi en même temps le dernier très grand film d'Argento, même s'il y a encore des choses intéressantes par la suite, notamment sur Opéra et le syndrome de Stendhal, et dans une moindre mesure Phénoména, même si je l'aime beaucoup d'un point de vue purement récréatif. Mais on va dire que si on devait retenir 3 gialli d'Argento, on va enlever Suspiria Inferno, hein. Si on devait en retenir que 3, on pourrait prendre L'Oiseau au plumage de cristal, Profondo Rosso et Ténèbres. Alors, Greg, on te voit plus, on voit plus que la partie de ton visage du bas. Ouais, bah c'est bien, hein. Bon, tu restes comme ça alors. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux, voilà. Ils aiment bien voir ta bouille, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bon, moi j'étais... Ok, très bien. Alors, je vais faire entrer donc ce cher Tinteroa. Bonsoir. Et voilà, et là on l'entend. Ah, on t'entend. Merveilleux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors tout à l'heure, on a un problème hors antenne, les amis, parce qu'on n'arrivait pas à l'entendre, ou à coup, c'est lui qui nous entendait plus. Nous, on l'entendait, enfin, c'était trop bizarre. L'autre aspect de Ténèbres demeure, une fois de plus, la mise en abîme de la vie personnelle de D'Argento, avec le récit qu'il développe à l'écran. Effectivement, si Roberto Tobias figurait Dario Argento dans 4 mouches d'un velours gris, et son premier divorce avec Marisa Casal, sa première épouse, Ténèbres pourrait constituer un second récit fictif où Dario Argento, encore une fois, paraît être représenté à l'écran par Peter Neal, son double, écrivain de récits sanglants ayant une renommée mondiale. Dario raconta que l'origine de Ténèbres demeure les appels téléphoniques incessants d'Afan, d'abord bienveillants, puis par la suite de plus en plus menaçants, qui lui fournirent la matière de base pour son nouveau script. Ajoutons bien sûr des difficultés conjugales avec Daria Nicolodi, qui connut une première rupture, puis une réconciliation, et enfin une rupture finale qui aura lieu peu d'années après. Donc, l'identification entre Dario Argento et Peter Neal nous paraît indéniable, et la superposition des deux figures, lors du final, qui paraît choquant, peut s'appréhender comme un film psychanalytique, bien sûr. Je laisse cette partie à mon confrère Grégory, qui va faire mieux que moi. Alors, l'utilisation du Houdonite dans Ténèbres demeure assez remarquable. Dario Argento, avec la combinaison de 2 assassins qui se superposent, n'a rien inventé. On retrouvait déjà cette combinaison dans 6 femmes pour l'assassin, dans La queue du scorpion de Sergio Martino, et encore mieux, dans 5 femmes pour l'assassin de Stilio Masci, où un second assassin profite avec opportunisme d'une série de meurtres pour se débarrasser de sa maîtresse qui le faisait chanter.
Et puis, donc, il a pu lui-même s'essayer à la mise en scène. Et c'est là où, peut-être, pour moi, parce que cette version de Frankenstein n'est pas la meilleure, et Jimmy Sangster, peut-être, je dirais, aurait dû peut-être rester simplement scénariste, parce qu'on sent que, même s'il maîtrise quand même, je dirais, les décors gothiques, l'ambiance, etc., une mise en scène très correcte, il n'a pas, je dirais, le talent d'un Terence Fisher, d'un Freddie Francis, puisque c'est beaucoup plus, je dirais, dans la narration, beaucoup plus... Ici, c'est beaucoup plus conventionnel, il y a moins d'idées quand même. Il y a de très beaux décors liés à tout ce qui est ambiance gothique, etc. Mais en termes de film, je dirais, en maîtrise du côté épouvante, justement, Jimmy Sangster fait le minimum syndical pour que le film fonctionne, justement, en vous donnant quand même l'essentiel, c'est d'avoir un spectacle de bonne facture pour la Hammer. Attendez, je vais tout de suite vous enchaîner quand même, vous mettre les images du film. C'est un peu normal, comme ça vous avez tout de suite une idée de la beauté des actrices du film. Encore une fois, un casting vraiment au top, puisqu'il y a toujours de très très belles femmes pour les castings de la Hammer. Que ce soit blonde, brune, d'ailleurs vous allez le voir dans les images. Et puis, comme vous voyez, comme j'ai dit, elle travaille encore une fois sur les décors, l'ambiance des châteaux, etc. Qui est absolument sublime, encore une fois, de par l'architecture, le laboratoire du Dr Frankenstein. Voilà. Ceci dit, pour les horreurs de Frankenstein, j'ai dit que c'est pas le meilleur Frankenstein, parce que les meilleurs pour moi sont ceux avec Peter Cushing. Donc j'ai déjà parlé ici du premier Frankenstein de la Hammer avec Frankenstein s'est échappé, avec donc également j'ai parlé de Frankenstein créé à la femme. Bah, écoutez, j'espère donc encore une fois que ces extraits vous donneront envie de vous abonner à sa chaîne, hein, donc et de visionner ses vidéos. Donc voilà, donc la chaîne de Pascal, donc attention, ça tourne. Maintenant, dernière chaîne, hein, donc quand je dis dernière chaîne, je pense que je ferai une vidéo, hein, donc plus tard, mais vraiment pas tout de suite, où je parlerai encore de chaînes que j'apprécie tout particulièrement. À mon avis, je vais parler de la chaîne de Anouk, la Chambre froide, qui est une Suissesse. C'est aussi vraiment une très bonne chaîne. Mais maintenant, ouais, donc pour la dernière chaîne, donc là je vous parlais de le Super Club Vidéo Gore. Donc c'est des Québécois, hein, donc Steph et Steven. C'est aussi une chaîne que j'apprécie beaucoup parce qu'ils parlent surtout de vieux films en fait, hein, donc surtout axés années 80. Beaucoup, donc c'est vraiment quasi que des films d'horreur. De temps en temps, ils parlent aussi un peu gaming, hein, donc jeux vidéo de temps en temps. Mais c'est vraiment axé plus sur les films d'horreur des années 80, 90. Voilà, donc parce que pour moi j'ai 47 ans, et donc c'est peut-être générationnel, je sais pas, mais pour moi ma période préférée c'est les années 80. Hein, donc ils sont vraiment très sympathiques. Hein, donc c'est des vidéos, oui, qui au format plus ou moins court, donc qui durent environ 10 minutes par vidéo, mais ils font également des lives. Hein, font également des lives, hein, où ils invitent plusieurs intervenants. Et voilà, donc je leur fais un petit appel du pied, s'il vous plaît. Donc ce serait cool si vous pouviez m'inviter sur votre chaîne. Donc voilà, petit appel du pied, les gars. Mais voilà, donc là je vais vous passer quelques extraits du Super Club Vidéo Gore et on se retrouve juste après. 1996, Steve. Moi, j'étais un gros fan de lutte en 96, je m'en souviens encore. C'est l'année avant que Bret Hart a eu le fameux Screwjob à Montréal. Je me souviens exactement où j'étais. Par contre, je dois avouer que les films d'horreur en 96, c'était pas trop mon bag. Non, mais moi, j'aime beaucoup les films d'horreur de 90, en fait. Fait que j'ai très hâte de voir ce que Christophe et John Ali vont nous présenter, en fait. C'est moi, sur une bière, sur la route de l'horreur. Santé. Cheers. Christophe G ici. J'espère que vous allez bien. Le retour au Club Vidéo Gore. L'année, par contre, 1996. Grosse année.
encore une fois, une année où j'ai fréquenté beaucoup de clubs vidéo. Non, je pense pas. Le Corbeau 2, The Crow 2, City of Angel. La trame sonore était bien. Évidemment, on sait tous qu'est-ce qui est arrivé à Brandon Lee, fils de Bruce, hein, évidemment, qui est décédé sur le tournage du premier film. Donc, dans le deuxième, c'est Vincent Perez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur John Alit. Non, pas du tout. J'ai été cordialement invité par nos amis québécois pour vous faire une petite revue, mais vraiment mini, rétrospective du film Bad Moon, Pleine Lune, sorti en 1996 de monsieur Eric Red, scénariste et réalisateur de Body Parts et aussi scénariste de Hitcher. Et en 1996, sort directement en VHS ici. Oh, le direct to VHS, mais qu'est-ce que ça me manque ça. Oh là là, on allait dans le vidéoclub et on se louait une vidéo pour le week-end. Ça me manque vraiment. Et moi, dans les années 90, j'adorais ça, aller dans les vidéoclubs et louer des vidéos. Et surtout louer des séries B, des mockbusters, des films qui ne sortaient pas forcément au cinéma. Alors, je ne sais pas s'il est sorti chez vous, outre-Atlantique, sur le continent américain, certainement sorti au cinéma en 96, mais pas en France. Il faut savoir quand même que les années 90, elles n'ont pas été tendres avec les loups-garous, hein, mis à part... Allez, Wolf, 1994 avec Jack Nicholson. Full Eclipse, hein, ce petit film avec Mario Van Peebles, hein, une espèce de mercenaire avec des loups-garous comme ça, mutants, c'était quand même pas mal. Et aussi le loup-garou de Paris. Bon, 1998, mais ça, c'était oubliable. Mais revenons à nos moutons. Bad Moon, Pleine Lune en français, s'ouvre donc dans un décor de jungle du Népal. Et Ted, joué par Michael Paré, qui est photojournaliste, va se faire attaquer avec sa compagne par un loup-garou. Alors vous me direz, jungle, Népal, loup-garou. Alors qu'on a plutôt l'habitude de voir des loups-garous dans les forêts froides du nord de l'Occident. Et donc pendant cette attaque, la petite compagne de Ted, avec qui il s'amuse plutôt bien dans la tente, eh bien va mourir. Et lui, il va se faire attaquer par ce loup-garou. Et il va recontacter sa sœur Janet. Janet, jouée par Mariel Hemingway. Oui, vous savez, cette actrice qui respire dans l'espace. Cette Mariel Hemingway. Et Janet, elle vit seule avec son fils Brett, campé par Mason Gamble. Moi, cette semaine, on a reçu, ce n'est pas un film, mais c'est un jeu de société qui s'appelle « Fais-moi un dessin et mime horreur ». Wow. As-tu déjà joué à ce jeu-là? Ben non, évidemment. Martin, Guillaume, Danny et moi, on a joué à ça à Matane quand on était en tournage pour Sur la route de l'horreur. Et c'est vraiment drôle. Ouais. C'est vraiment... Écoute, c'est hilarant. J'ai un feeling que Martin est très bon là-dedans. Oui, en fait, c'est Martin qui a passé presque au travers de toutes les cartes durant que nous autres, on était assis à boire puis à rire. Mais je suis convaincu parce que Martin, je me suis rendu compte de sa culture cinématographique d'horreur, puis c'est imposant. Mettons que je me mesurerais pas trop à lui. Fait que quand vient le temps de voir des personnages obscurs, des mimes à faire, Martin, je sais qu'il a pas peur de se laisser aller. Fait que, honnêtement, je me pognerais pas contre lui à ce jeu-là. Et toi, Stéphane, qu'est-ce que toi t'as reçu cette semaine? Je le répète à toutes les semaines, je le répétais dans le temps du Chevalier aussi, je ne suis pas un ramasseur de cossins, Ceci dit, je suis quand même sensible. Hein? On s'entend, quand je vois des choses qui sont près de mon cœur, comme la semaine passée, figurine de Nightmare on Elm Street 2, Freddy's Revenge, mon préféré de la franchise. Le meilleur? Non. Par contre, il me touche particulièrement, ce film-là. C'est un des premiers films que j'ai regardé, puis c'est ce qui m'a introduit à Freddy Krueger. C'est un peu comme moi avec Jason Goes to Hell. C'est pas du tout comme toi avec Jason Goes to Hell, parce que Nightmare 2 est bon. Par contre, j'étais chez Sunrise Records, Steve, un compétiteur au Super Club Video Gore, il faut le dire, parce qu'ils vendent des films. Ils louent rien, mais ils vendent des films. Ouais, mais leurs prix sont assez dérisoires à côté de lui. Et quand on était, il y a à peu près un mois, Steve, on a été invité au show de Steve, de la chaîne Revue. Oui. Sur un live, puis il y avait une des questions, c'était un genre de débat sur quels films sont et ne sont pas des films d'horreur. Puis une des questions qu'il avait posées, c'était Ghostbusters, SOS Fantôme. Donc moi, à mon avis, oui, on peut le classer dans la section horreur. C'est une comédie d'horreur, comme Army of Darkness, par exemple. Mais quand j'ai vu ceci, j'ai pas eu le choix de me laisser aller. C'est une version brûlée du Stay Puft Marshmallow Man. Encore quelque chose qui m'a vraiment foutu la chienne quand j'étais jeune.
Mais là, dans la minute, il y a l'air d'avoir une batterie en arrière de ça. Il fait-tu du bruit? Quelque chose? Je sais pas à quoi sert la batterie, mais si tu veux t'en servir tout seul, je peux m'en aller. Mais il y a peut-être qu'il s'allume, je ne le sais pas, je l'ai pas activé encore, mais en plus, il est brûlé. Ça, c'est quand même une belle petite touche, tu sais. À moins que ce soit le commis du Sunrise là, qui a allumé une cigarette à côté, puis c'est un accident, puis j'ai acheté de la liquidation comme un cave. Mais ceci dit, je vais défendre ça bec et ongle tout le temps. Ghostbusters est un film d'horreur. Moi, je veux savoir, toi, Stéphane, t'as regardé Boogeyman, je veux savoir ça avait l'air de quoi. Hey, toi, regarde-moi ça. Donc, Steve, tu veux savoir Boogeyman, ça a l'air de quoi? Un film de 2023. Donc, c'est plaisant parce que j'ai plus de chances d'avoir un film qui a une réalisation compétente quand on regarde un film moderne que si tu me recommandes quelque chose comme Sorority Babes in the Slimeball Bolorama qui est ni queue ni tête du grand David de Coteau, on s'entend. Donc, j'étais quand même confiant. C'est un film réalisé par Rob Savage. Pas Rob Ramage, l'ancien goon des Canadiens de Montréal qui a gagné la Coupe en 93. Un goon, Rob Ramage, il y a 2000 et quelques minutes de pénalité en carrière. Ah oui? C'est quand même quelque chose. Pas Brian Savage des Canadiens de Montréal, non. Mr. October. Mr. October qui était bon un mois, puis après ça, il faisait honte au sport du hockey. Donc, c'était pas Rob Ramage, c'était pas Brian Savage, c'était pas Macho Man Randy Savage qui a réalisé Boogeyman. Non, c'est Rob Savage. Le nom le plus générique. Quand tu joues à un jeu vidéo, puis tu fais Create a Character, puis tu fais Random Name, le nom de Rob Savage va apparaître dans les choix. Puis d'ailleurs, sa réalisation est extrêmement random aussi. C'est un film, c'est une histoire qu'on n'a jamais entendu parler dans aucun film. C'est un père de famille avec ses enfants qui a perdu sa femme de manière tragique. Très original quand même. Oui. Je dois dire que la shot d'ouverture du film, Steve, est incroyable. Je sens le sarcasme. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais la première shot qu'on voit quand le film commence, attention, ce film montre du tabac. No joke. C'est la première fois que je vois ça. C'est un film d'horreur. Il y a des gens qui vont crever, qui vont saigner du cul probablement. Attends, c'est écrit ça? C'est écrit. Mise en garde, les gens fument. Faites juste me dire quel humain qui loue un film d'horreur va arrêter le film parce que quelqu'un fume une cigarette. C'est quoi cette hostie d'année de marde-là? Qu'est-ce qui se passe? Les sensibilités et les problèmes, là, puis nos combats qu'on livre sont pas à bonne place. Okay? On est-tu d'accord là-dessus? Le nom Boogeyman le dit. En français, c'est le croque-mitaine pour nos cousins français. Le Boogeyman, c'est quelqu'un qui est dans le noir, puis il est dans les garde-robes, il est sous les lits. C'est une histoire, c'est un conte à la base, le Boogeyman. Tout le monde connaît l'histoire du monstre en dessous du lit. Le croque-mitaine dans le garde-robe, ben c'est ça le Boogeyman. En fait, la première vraie scène, à part celle qui parle de tabac, c'est un bébé qui pleure dans une bassinette. Puis il pleure en tabarnak. Vraiment intense. Ça m'a rappelé des souvenirs de la très jeunesse de mes enfants. Puis j'étais comme, OK, il est très convaincant ce bébé-là. D'après moi, ils l'ont filmé en souffrance. Là. Il a sûrement regardé Hellraiser, Judgment lui aussi. T'sais. Et le kid, on voit le Boogeyman arriver. Puis moi, je me dis, OK, c'est de l'exposition. Ils vont nous expliquer un peu c'est quoi le topo. Puis cet enfant-là va grandir. Ben tabarnak, le Boogeyman tue l'enfant. Voilà, bah écoutez, encore une fois, donc j'espère que ces extraits vous ont donné envie de vous abonner. Voilà, personnellement, donc je suis pas abonné à beaucoup de chaînes québécoises. En fait, je suis juste abonné à leur chaîne et la chaîne de Laurent de Champlain, donc, qui est vraiment aussi un Québécois très attachant, parce que moi aussi je marche à l'affect, hein, donc j'aime bien les youtubeurs, je sais pas, qui sont sympas, qui communiquent bien avec leurs abonnés et eux, donc c'est tout à fait le cas en fait. Donc, c'est ce que j'apprécie, leur bonhomie, leur sympathie. Voilà, donc c'est quelque chose que j'apprécie très fort. Et encore une fois, donc j'apprécie aussi le fait qu'ils parlent beaucoup de films d'horreur des années 80. Ils font aussi des petites capsules comme ça qui durent 3-4 minutes en général. Hein, donc ça s'appelle Les Retours, je pense, quelque chose comme ça. Hein, donc c'est les abonnés de leur vidéoclub qui leur rendent
des DVD, des Blu-ray, et voilà, donc Steve et Steph, donc les commis du vidéoclub, ils parlent brièvement des films qui ont été rendus par les abonnés du vidéoclub, en fait, où ils travaillent. Mais voilà, donc c'est vraiment une chaîne fort sympathique que cette chaîne québécoise, le Super Club Vidéogore. Et voilà. Et aussi, je vous recommande la chaîne donc de Laurent de Champlain. Ça fait vraiment très longtemps qu'il n'a plus sorti de vidéo. C'est aussi du fait parce qu'il est père depuis 1 an ou 1 an et demi. Donc je suppose que voilà, ça lui demande beaucoup de travail à un jeune enfant. Mais voilà. Donc je vous recommande également la chaîne donc de Laurent de Champlain, qui s'appelle Laurent de Champlain, tout simplement. Enfin, elle s'appelait pas comme ça avant, elle avait un autre nom. Enfin, je reviendrai sur le nom peut-être, je mettrai ici. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, donc qui, ma foi, était assez longue. Voilà, vous pouvez la voir en plusieurs fois, bien entendu. Mais écoutez, voilà, donc pour moi, je voulais parler de quelque chose de différent. Et voilà, je trouve, moi ça me tenait à cœur de parler de ces chaînes, de ces petites chaînes YouTube qui mériteraient vraiment beaucoup plus d'abonnés. Mais en même temps, c'est ce qui font leur charme, parce que comme ce sont des petites chaînes, voilà, on a plus de proximité avec les youtubeurs, il y a plus d'interaction, et c'est ce qui me plaît également dans les petites chaînes. Donc ce côté plus de proximité, il y a une plus grande interaction, on peut mieux communiquer, et voilà, j'ai pas l'impression d'être un simple numéro en fait. Donc voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.